Bonjour. Merci d'être venu déjà parce que je sais que c'est la fin de 3 jours de conférence et qu'on peut être un peu fatigué. En tout cas, moi je suis un peu fatigué. J'espère que vous allez m'aider à passer un bon moment et en tout cas c'est le but. Donc je me présente, je suis Seven Lemel, je suis président cofondateur de Whiskel. Surtout cofondateur avant d'être président, mais j'y reviendrai. Je suis né en 1980 à Paimpol, c'est en Bretagne, c'est important pour moi. J'ai été dev hier et puis je suis nommé omnipotent leader par mes collègues pour l'occasion puisqu'on a lancé un petit jeu de collection de cartes. Et si vous voulez, j'ai mis quelques cartes ici, mais l'idée c'est de collectionner les cartes des 9 speakers de Whiskel pour gagner. Il y a un siège de travail super cool pour travailler de façon très agréable. Moi j'ai travaillé 12 ans dans le dev. Et puis, ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis cofondateur et puis que j'ai pris la direction de la boîte. Je suis aussi mari et père de 3 enfants. Vous pouvez me follow sur Twitter, @slemel. Et le QR code vous emmène sur le jeu. C'est une carte spéciale puisqu'elle n'existe pas. Elle est brillante celle-là. Un tout petit mot à propos de Whiskel. Donc Whiskel, c'est une société qui a été créée en 2015. Si vous êtes bon en maths, normalement vous aviez compris que c'était 7 ans. On est 50, il y a 50 consultants chez Whiskel, puisqu'on est une boîte de service. On est présent à Paris, à Nantes, et puis on recrute aussi en full remote. Il faut dire qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sont aujourd'hui en full remote chez Whiskel, un peu partout en France évidemment. On est spécialisé dans le cloud, donc on est partenaire avec Cloud Native Foundation, on est intégrateur Kubernetes, on est partenaire certifié aussi sur les formations Kubernetes. On est partenaire avec HashiCorp. Je ne sais pas si vous connaissez HashiCorp, mais c'est un éditeur logiciel qui fait beaucoup de choses d'automatisation dans le cloud et de sécurité. C'est des sujets qui nous passionnent. Et on est aussi partenaire historique avec AWS et GCP. Donc aujourd'hui, Whiskel, c'est de la sécurité, du cloud building, de l'architecture, du développement cloud natif. Et puis on verra ce qui viendra plus tard. On est aussi formateur, puisqu'on est certifié Calliope et on donne des formations sur les sujets qui nous intéressent. Par exemple du Cube, du Terraform, de l'Ansible. On a un super site de training, si vous voulez, vous pourrez aller voir. Cette présentation, elle est un peu en mode Père Castor. Je vais plutôt vous raconter des histoires que vous montrer des chiffres ou mettre en face des situations. Mon objectif, c'est de vous présenter des situations qui pourraient vous parler, de faire le parallèle avec ce métier de développement et de voir ce qui est pareil, parce qu'il y a des choses qui sont pareilles, et ce qui n'est pas pareil, parce qu'il y a des choses qui sont évidemment différentes. Ça, c'était juste pour vous introduire le truc. Alors pourquoi ce titre? Parce que j'ai travaillé beaucoup dans la performance en Java, j'ai été formateur sur les solutions, sur des problématiques de performance. J'ai travaillé avec Kirk Pepperdine à une époque. Donc là, on voit une JVM qui va bientôt, qui est en train de mourir en fait, hein. Sauf qu'on n'a pas vu de full GC passer. Du coup, on verra peut-être que le full GC va arriver. Et puis, de l'autre côté, étant passé entrepreneur, j'ai perdu de la stabilité. Alors je pense que quand on est, par exemple, est-ce qu'il y a des freelances dans la salle ou des gens qui sont dans... Non, bon. Si, il y a un freelance. Quand on est freelance, on peut avoir cette instabilité et je pense que globalement, on est entrepreneur. C'est pas tout à fait la même aventure, mais en tout cas, il y a un vrai truc avec ça. Moi, j'ai vécu de l'insécurité et c'est aussi pour ça que j'ai fait de la Out of Serenity. Bon, le jeu de mots est assez facile. Pendant quelques années, j'ai eu du mal, évidemment, à dormir, à me reposer. Tout va bien aujourd'hui, je dors bien, même malgré le Covid, et j'ai beaucoup travaillé à ce que tout le monde puisse dormir bien, tranquillement sur ses deux oreilles chez Whiskel. Je vais commencer tout de suite avec le mur de la confusion. En DevOps, on parle de ça. En fait, c'est des choses qui sont vraies à gauche et à droite. Quand on est entrepreneur, on a d'abord ce point de sécurité qui est assez important. Moi, il faut savoir que je suis pas inamovible, je suis pas majoritaire dans la boîte. On a de l'actionnariat, je ne suis pas salarié, je ne suis pas protégé par le droit du travail. Je ne suis pas en sécurité absolue. Bon, tout va bien, mais je ne suis pas en sécurité absolue. J'ai des objectifs de croissance. Je nous donne des objectifs de croissance pour la société. Et puis une boîte, c'est jamais arrivé. Il faut l'avoir en tête. Moi, je vis beaucoup avec ce risque de
bah, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, un client va arrêter de nous payer? Si les clients vont décider de virer les consultants de Whiskel. Bon, je pense on aura des vrais problèmes. Et puis la concurrence, ça existe, elle peut être bien meilleure que nous, et c'est tout à fait normal, mais c'est bien aussi de pouvoir être tiré vers le haut. Je pense que quand on est salarié, on a cette vision de la concurrence, mais pas forcément du côté du risque, même s'il est maîtrisé hein, sur la disparition de la société. On peut, pour citer, je ne sais pas si vous avez connu Kodak, mais c'est une boîte qui a disparu. Nokia, c'est pareil. Ou RIM, la société qui faisait les BlackBerry. Je ne sais pas si vous avez encore des BlackBerry aujourd'hui, mais voilà, je me compare avec des trucs qui sont énormes en plus, parce que ces boîtes-là, elles sont énormes, elles ont une telle inertie qu'on pourrait se dire qu'elles ne pourraient pas disparaître. Nous, on est une toute petite structure. Le risque de disparition, il est peut-être beaucoup plus important. Et puis en plus, on doit être, moi, je dois être producteur de valeur pour mes collègues. Je dois leur apporter du challenge. Je dois pouvoir leur apporter cette progression, nourrir les carrières. Et puis, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a le sujet de la grande démission. On a entendu une grosse ESN qui a eu un turnover énorme cette année. La grande démission, qu'est-ce qui se passe chez Whiskel si j'ai 30 personnes qui partent d'un coup? Honnêtement, je vais être obligé probablement de mettre la clé sous la porte parce que quand on est dans une entreprise, on fait aussi des plans, en l'occurrence, moi, sur la croissance. Et je le fais sur la croissance parce que on a envie de grandir et que l'ensemble des salariés suit aussi ça. C'est pas uniquement moi. Hein, le but, c'est de travailler dans un collectif. Mais du coup, quand on prend des ambitions de croissance, on va investir dans ce sens-là. Et dans le modèle de l'ASN, si les consultants vont partir, en fait, on va réduire drastiquement le chiffre d'affaires qu'on est capable de générer. Et donc, on ne sera pas capable de payer nos charges. C'est un risque. Mais quand j'étais salarié, quand j'étais consultant, je vivais pas ça. J'avais une grande liberté parce que d'abord, dans la tech, on est sur le plein emploi et en réalité, j'avais le choix du travail, déjà. Ensuite, je travaillais dans le collectif et en fait, j'avais des avantages sociaux, je vous parlerai pas de la sécurité de l'emploi, j'avais un CDI. J'avais ce besoin de reconnaissance qui est un point commun quand même, hein, on a toujours besoin de reconnaissance dans la vie. Et puis, j'allais consommer de la valeur qui était produite par mon entreprise. Alors j'étais producteur de valeur hein, au sein de l'entreprise, mais j'attendais de l'entreprise qu'elle m'apporte de la valeur à moi. Au sens de ma carrière, de ma vie professionnelle et de mon évolution professionnelle. J'avais aussi des missions qui étaient, et des projets hein, qui étaient assez clairs, avec une ligne de vie très claire. J'arrive sur un projet, j'ai une vague idée quand même du temps que ça va durer, et je suis assez clair sur le timing de l'ensemble des choses qui vont se passer. Dernier point, en tant que salarié, j'avais une vie privée, j'avais une distinction très facile entre ma vie privée et ma vie perso. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus vraiment cette distinction-là. Alors c'est peut-être une faute de ma part, hein, je ne dirais pas le contraire, mais en tout cas, j'ai plus vraiment cette distinction-là. Est-ce que vous reconnaissez le lieu? Non, c'est la Faute-sur-Mer. C'est la Faute-sur-Mer. Ça va pas avancer. Si, voilà. Merde. Je vais trop vite, excusez-moi. J'étais sur le confus. Voilà. Bon, c'est un mauvais jeu de mots, je le reconnais. Mais cette différence d'objectif, ce mur de la confusion, pour y revenir, en fait, il peut créer des problèmes. Et moi, il peut me pousser à la faute, très clairement. Parce que j'ai tellement envie, par exemple, on peut avoir tellement envie de grandir que on va valider des personnes qui finalement, ou parce que justement on a eu pas mal de démissions, on se dit ok là mon CA il va se casser la gueule, on va par exemple pouvoir valider des gens ou des candidatures qu'on n'aurait pas dû valider. On a un modèle dans une entreprise, on doit cocher un certain nombre de cases pour valider les personnes qu'on a envie de recruter. On peut faire cette erreur-là. On peut aussi perdre le sens des priorités. Et du coup, ça a un vrai souci parce que, en fait, on va pouvoir mettre de la pression sur l'ensemble des collègues plutôt que d'aller donner du sens, d'encourager et d'accompagner. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu de la pression managériale, peut-être. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu de la pression managériale Voilà, ça arrive, c'est pas si rare que ça. Ça peut être une explication. Ça peut être une explication. Il y a une pression. Et alors moi, j'ai pas une pression qui vient au-dessus de moi. C'est pas vrai. J'ai une pression qui vient parce que le risque il est sur l'entreprise.
Et on peut aussi se retrouver dans des situations où, du coup, par la presse, par ouais, la rapidité qu'on a envie d'avoir, on peut laisser des problèmes sous le tapis. Hop, vas-y, c'est bon, j'ai rien vu, je reviendrai. C'est une erreur, évidemment. Euh, Ce qu'il faut, c'est garder la tête froide. Enfin, ça, c'est mon avis, en tout cas, c'est que, et c'est ce que j'ai constaté en 7 ans, c'est qu'il faut essayer de garder la tête froide et rester ancré sur ses valeurs. Et surtout sur les valeurs de la boîte, puisque nous, Wiskel, on a des valeurs. J'ai pas envie que les valeurs de l'entreprise soient juste des mots sur un fronton ou sur les bureaux. J'ai envie que ce soit des choses qui soient vivantes et qui servent à quelque chose. Les valeurs, elles doivent nous guider dans notre façon de faire les choses. Chez Wiskel, c'est la transparence, l'amélioration continue, l'expertise, le partage et, et le cinquième. C'est raté. C'est des guides. C'est ça qui est essentiel. La transparence. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il ne s'agit pas de parler de Wiskel, mais vraiment de cette expérience-là. C'est le bordel cette ligne. Est-ce que dans la salle, du coup, il y a des consultants ou des consultantes? Vous pouvez lever la main? Ok. Des indépendants, j'ai déjà posé la question, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets d'entrepreneuriat? Il n'y en a pas assez, vous devriez plus. Et est-ce que du coup, il y a déjà des dirigeants et dirigeantes d'entreprise? Ah, c'est cool. Alors, moi j'ai appris que, en fait, dans la vie, en général, il faut de la chance. Il faut aussi de la chance pour réussir. C'est une vraie variable à prendre en compte. Quand on prend un pari comme celui de créer une boîte, il ne faut pas s'interdire d'avoir de la chance, il faut aussi pouvoir reposer, compter un petit peu sur la chance. La chance, ça existe. Alors, en mi-2014, moi j'ai 6 ans de boîte, je travaille à l'époque chez Xebia, ça faisait 6 ans, je suis arrivé chez Xebia et on était 20 personnes, on était une centaine, un peu plus de 100 au bout de 6 ans, et en fait moi j'avais plus d'horizon. Moi je travaille beaucoup à l'horizon, j'ai besoin d'un horizon dans ma carrière, j'ai besoin de voir des choses et de savoir où je vais quelque part. Et ça, pour moi, c'était fermé. On est dans une boîte de service. Y a pas, je suis un peu carriériste en plus, hein, je vais pas le cacher, mais je suis pas là pour écraser les gens. C'est plutôt parce que j'ai envie d'aller chercher des responsabilités, parce que j'ai envie de mener, peut-être de transférer aussi, de transmettre. Moi, j'avais mis le doigt sur le fait que ma raison d'être à moi était de faire grandir les gens. Et j'ai cet horizon qui est fermé. À l'époque, je rêvais de devenir CTO. Dans une boîte de service de 100 personnes, il n'y a pas 40 CTO. Il y en avait déjà un. Il était très bien. Je crois qu'il y en avait même deux d'ailleurs. Et puis à l'époque, j'avais un intérêt pour la titrologie. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Et on commence à discuter avec Aurélien qui est là à côté. Et puis on parle de monter notre aventure à nous. On commence à se projeter. Alors comment on était geek, c'est que quand on est geek, on aime bien apporter un peu le plaisir à l'utile à l'agréable. On a imaginé de commencer à bosser à construire une boîte qui serait un espèce de marmiton du vin. Comme ça, on avait le vin, c'était cool. On avait de l'IT, c'était cool. On avait discuté du coup avec un certain nombre de cavistes. On était vraiment un peu avancé. Bon, on n'avait pas de business model, mais par contre, on avait des idées et puis on était capable de raconter des histoires. C'est important. Et puis un jour, on est au siège de Xebia. On se retrouve et on passe devant le bureau du boss. La porte est moitié ouverte. Et puis il est en train de parler avec le DG. Et en fait, il parle d'une nouvelle boîte. Peut-être par curiosité, on pousse la porte. Et on se retrouve dans la discussion. Et il se trouve que le sujet, c'était créer une nouvelle boîte spécialisée dans le cloud. Et bon, alors hasard, chance, organisation machiavélique de la part du boss, ça aurait pu être le cas, hein, je ne sais pas. Il a dit que non, mais je ne saurais jamais. Et on discute, et de fil en aiguille, on se retrouve du coup à créer Wiskel ensemble, à s'associer avec Luc. Je vais arrêter de l'appeler boss parce qu'en fait ça sert à rien. Luc c'est mon associé et c'était le patron de Xebia à l'époque. Et donc on se retrouve à ce moment-là à
créé Whiskel. Donc on est 2 CTO, parce que je rappelle que j'avais un goût important pour la titrologie, j'étais pas le seul. Donc on était 2 CTO et un président qui avait un rôle commercial, et voilà, c'était Whiskel. Alors, au bout d'un an, la boîte s'est développée. On avait des salariés. On a fait quelques recrutements, on a trouvé des clients cool, on bossait notamment avec Canal+, avec CloudWatt à l'époque. Et puis l'aventure va prendre un premier virage parce que, en fait, les routes se séparent avec le président. Et là, on va devoir trouver une nouvelle solution. On va donc s'organiser, on va en fait faire un pot, parce qu'on aime bien. Les meilleures discussions sont souvent autour d'une bière, surtout les discussions stratégiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais essayez. Et donc on se retrouve dans un bar pour évoquer le sujet. Alors là, on établit une liste de personnes à contacter qui vont pouvoir prendre ce rôle de président et puis le rôle de commercial, parce qu'en fait, nous, on ne sait pas faire. Personne ne sait être commercial d'autre que la personne qui était présente. Et donc on se retrouve, on a cette liste de personnes, on a posé un calendrier, on sait ce qu'on va se dire, voilà, on a un plan. On s'est construit un plan, et là, moi, j'aime bien les horizons, j'en ai un. C'est cool, je suis content. Et du coup, vient la deuxième bière. Et avant la deuxième bière, moi, je bois de la bière. C'est un besoin naturel qui m'appelle, donc je vais satisfaire un besoin naturel. Et quand je remonte, en fait, j'ouvre ma gueule. Je dis tout haut, vous savez, maintenant je peux vous l'avouer, en fait, j'ai toujours pensé que c'est mon prochain job après Whiskel. Et alors là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Parce que je me retrouve avec les 2 compères là, qui se retournent vers moi, qui fait OK, t'as le job. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Du coup, j'ai demandé 3 jours quand même de réflexion, parce que bon, je me lance pas comme ça. J'étais déjà marié à l'époque et j'avais déjà des enfants. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Moi, j'ai réfléchi, j'ai écouté d'abord ma petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle me disait? Ok. C'est un truc qui est risqué. Parce que, mais en même temps, tu t'es déjà mouillé, tu as déjà participé à monter la boîte, tu es déjà associé, tu es le cofondateur, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est un changement de statut, parce qu'à l'époque, je suis salarié, et là, je ne le suis plus. C'est aussi se mettre d'accord avec ma femme, en l'occurrence, parce que moi, je ne me lance pas dans ce projet-là sans en parler avec ma femme. Parce que je pense que c'est vraiment un truc qui va avoir un impact aussi sur... Alors on était déjà d'accord sur le fait de construire, de me lancer dans cette aventure de cofondation d'une entreprise, mais enfin, entre cofonder une entreprise en tant que CTO et prendre un mandat social, c'est pas le même risque. Il y a un risque financier, il y a un risque légal, puisque moi je suis redevable devant la loi pour l'entreprise. Aujourd'hui en tout cas. Et puis du coup, voilà, j'essaye d'aligner les planètes entre la vie privée, les risques. D'ailleurs, je discute, je négocie un petit peu pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe si je foire, les gars? Si je foire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dégager? Non, mais t'inquiète, tu pourras récupérer ton poste de CTO, machin. Bon, ok. Et du coup, j'ai toutes ces planètes-là qui sont alignées, plus ma petite voix intérieure qui me dit, mais vas-y, en fait, t'as l'opportunité, qu'est-ce que t'attends? T'as toujours voulu ça? Il n'y a pas de bon moment, en fait, Steven. Il n'y a pas de bon moment. Et bon, voilà, du coup, j'y ai été. Et ça, c'est moi le premier jour. Voilà, je débarque sur la planète Mars. Franchement, je suis complètement paumé. Je suis en plus impressionné parce que c'est pas le même rôle. Et en plus, les gens me regardent plus de la même façon. C'est annoncé, c'est clair. Et puis, en fait, je découvre ces merveilles de l'administratif, le légal, le social, les finances, le commerce. Non, je suis vraiment pas. C'est cool, hein, c'est une belle planète, mais je suis pas confiant. Hein. Et puis voilà, du jour au lendemain, c'est ça. Les gens ont changé de regard parce que je pense qu'on regarde pas pareil un boss d'entreprise qu'un collègue, tout simple. Il y a une espèce de séparation qui se fait, de facto, subie, j'ai envie de dire. Et puis il y a des gens qui savent, qui sont en dehors de la boîte, des associés de Luc par exemple, ou d'autres entrepreneurs qui disent bonjour monsieur Lemel, j'ai vu, c'est bien, pardon, j'existais pas, hein, c'est l'effet Gallon. D'un coup, j'ai commencé à exister auprès de personnes pour qui, quelques jours plus tôt, jamais j'aurais existé.
qui pouvaient passer devant moi sans me serrer la main, et là qui d'un coup venaient me serrer la main, c'est un peu gênant, mais il y a un truc avec ça, il y a un effet galon. Et bon, avec ce regard qui change, voilà, je comprends que il y a un truc qui est quand même un point commun, c'est la posture. Moi j'étais consultant, j'étais capable de prendre une posture de consultant et je sais que il faut travailler avec cette posture. Donc là, je vais essayer de prendre, j'ai un costume qui est un peu trop grand pour moi et je vais essayer de prendre le costume et de prendre la posture qui va avec le costume de président. Et puis j'ai ce devoir d'exemplarité. Mais bon, je suis quand même sur Mars. Et puis alors, petit à petit, je vais découvrir que le temps, on n'a pas la même lecture du temps. Le temps n'est pas pareil, je sais pas pourquoi. Enfin si je sais, mais en tant que développeur, j'avais un retour très rapide sur ce que je faisais. Je commit, je teste, éventuellement parce qu'on était super, on faisait de la CI/CD et que du coup dans les 10 minutes j'étais en prod, je pouvais savoir ce qui se passait. J'avais le résultat presque immédiat quand je fais un bug fixe, quand je prends une nouvelle feature. L'impact du travail il est très rapide quand on est développeur. Quand on est dans la tech, l'impact du travail il est assez rapide. En tant que chef d'entreprise, c'est assez différent. Et je parle bien de chef d'entreprise parce que du coup, c'est pas indépendant seul dans mon coin, c'est j'ai un groupe de personnes, de collègues avec qui je travaille. Les actions que je vais engager, elles vont prendre du temps à aboutir. Les impacts ne sont pas lisibles aussi rapidement. Et par exemple, je vais prendre un changement d'organisation, une création de poste, une initiative. Je vais le faire parce que j'ai envie qu'on soit peut-être meilleur pour le recrutement, parce que j'ai envie qu'on soit meilleur au marketing, qu'on prenne un nouveau virage dans l'orientation, dans le positionnement de service de Whiskel. Tout ça, c'est des choses qui vont prendre des mois. Ça va pas, c'est pas pareil. Par exemple, là j'ai un exemple concret qui me vient, c'est le podcast. On a lancé il y a 2 ans un podcast sur l'initiative d'un collègue qui a dit moi j'aimerais bien tester ce nouveau projet, j'aimerais bien faire un podcast. On a chez Whiskel un blog, on a pas mal de trucs comme ça. Et un collègue vient et nous propose de faire un nouveau format qui est le podcast. Super, moi j'aime bien l'innovation, on aime bien tenter des trucs. C'est un peu du test and learn, ça devrait vous parler. Donc on se lance dans le podcast. En l'occurrence, on était en 2020 quand on lance le premier podcast. Et aujourd'hui, on commence à trouver un rythme de croisière sur le podcast qui a trouvé son public. Il a fallu 2 ans pour qu'on trouve notre public avec ça et qu'on trouve notre rythme, notre façon de faire. Ça prend du temps. Alors, il y a plein de choses qui peuvent prendre du temps quand on est développeur, mais en tant que chef d'entreprise, j'ai souvent cette impression que tout prend du temps. Et on a vite fait aussi de se retrouver perdu dans l'exec, parce que dans l'exec, on a des choses à faire, de l'opérationnel, il faut signer des contrats, il faut faire du commerce, il faut gérer de l'administratif, il y a plein de trucs à faire, il faut prendre des décisions à peu près toutes les 10 minutes. Et ce qu'il faut, c'est penser à osciller régulièrement entre la vision du temps court et la vision du temps long. J'ai lancé des projets, je sais qu'il faut que je regarde ce qui s'est passé, c'est un peu faire une petite rétrospective, voir si je suis toujours sur les rails. Et puis par contre, il faut rester dans le temps court parce que dans l'immédiateté, il y a des choses qui sont attendues. On est souvent attendu par ses salariés. Donc, un premier truc à retenir, c'est que l'entrepreneur, c'est un job instable. Et je parle de mon expérience à moi, hein, c'est une expérience parmi d'autres. Il faut avoir de la chance et la forcer. Une boîte, elle n'est jamais arrivée. Et en fait, le rapport au temps, il est quand même assez différent. Et du coup, je conseille de garder la tête froide. Alors, petit aparté, moi, je suis arrivé... en fait, cette prise de poste, et ça, c'est vraiment lié à la prise de poste, et puis à ce changement de planète, à ce changement de temps, moi, je me suis retrouvé perdu. Mais vraiment perdu, paumé.com. J'avais plus d'horizon, en fait. C'est marrant parce que j'avais cet horizon, je me disais, vas-y, ton prochain boulot, ça sera d'être entrepreneur et tu vas monter ta boîte. Et puis en fait, du jour au lendemain, je le suis. Et là, mais où je vais en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis paumé, vraiment, je me suis paumé un peu. Bon, c'était pas... Puis avec l'activité commerciale, en fait, je débarquais sur un truc qui était entièrement neuf, où j'avais tout à découvrir. C'est un peu comme quand on arrive sur une nouvelle mission ou sur un nouveau poste où il y a un putain de challenge parce que j'étais simple dev et je vais devenir super architecte de la mort. On a un challenge de ouf là-dedans. La différence, c'est que passer de dev à architecte, en fait, on est sur des acquis, on a de l'expérience, on sait de quoi on parle.
passer de dev à chef d'entreprise, bah, en fait, on n'a plus aucun acquis. Donc le challenge est un peu plus grand. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et c'est pour ça que moi je me suis perdu un peu. Et alors du coup je me suis réfugié dans l'exec. Ça a dû prendre 6 mois avant que je retrouve un petit peu, je reprenne vraiment pied. Alors je me suis perdu, je me suis réfugié dans l'exec parce que la boîte devait avancer et que quoi qu'il arrive j'ai un peu le sens des responsabilités. Sinon je serais pas là d'ailleurs. Et faire avancer coûte que coûte. Donc, et là je l'ai fait en gardant mes valeurs, c'est partager, transmettre, faire grandir et surtout inclure. Moi, j'ai toujours voulu... en fait, le projet qu'on avait à la base, c'était de créer une boîte dans laquelle nous, on aurait été heureux d'être. Une boîte... Alors moi, j'ai adoré Xebia et je serai Xebian toute ma vie, mais je voulais faire mieux que Xebia. J'ai appris plein d'erreurs. Par exemple, il y avait plein d'erreurs que j'avais vues chez Xebia que je ne voulais surtout pas reproduire. C'est un peu comme le rapport avec ses enfants. C'est peut-être un peu bête, mais une boîte, c'est un peu son enfant. Il y a un autre truc qui était vraiment dans cette période-là, cette période sombre pour moi. C'est un jour, je sais pas dire quand, je me suis retrouvé. Donc on était dans une situation où on avait un client qui était en train de poser le bilan. Et là, dans ce cas-là, on avait un risque qui était assez fort puisque on était vraiment encore plus petit et il y avait un risque financier qui était très fort pour la boîte parce qu'on pouvait se retrouver en cessation de paiement parce que si le client ne nous payait pas, on avait cette situation où on n'avait pas assez d'argent pour payer nos charges. Alors on peut discuter, il y a toujours des solutions, mais c'était ça. Et ça venait de me tomber sur la tête. Et puis le soir, donc je rentre avec ce fardeau sur le dos et du coup avec une humeur un petit peu au désespoir, j'ai envie de dire, même si dans ces cas-là il faut rebondir, bah, en fait il y a quand même toujours un petit moment où ok, on va prendre le truc quand même en pleine gueule et puis on va essayer d'avancer après. Donc je suis pas de cette humeur, c'est pas cool, c'est pas une bonne journée. C'est marrant d'ailleurs parce que dans une petite boîte, quand le patron est de mauvaise humeur, ça impacte tout le monde. C'est la merde, c'est vrai, hein, c'est la merde pour tout le monde. Alors aujourd'hui, ça va, on est un peu plus grand et du coup, il y a moins d'impact, je pense. Ils ont essayé de me foutre dans un bureau, j'ai refusé. Mais donc je rentre chez moi, je passe le seuil de la porte et là, j'ai ma femme qui me tombe dessus, qui m'engueule. Alors je pense qu'il était trop tard, enfin, peu importe, je vais pas rentrer dans le détail, mais on s'est engueulé. Enfin, non, je me suis fait engueuler, mais carpette quoi. Et je méritais, hein, je suis sûr que je méritais. Il y avait aucun souci, je méritais. Mais alors, j'étais carpette, j'étais déjà carpette par la journée. J'arrive, je suis carpette par ma femme. Et du coup, je me retrouve. Alors là, c'est vraiment sympa. Hein, je me retrouve tout seul sur le canapé, chez moi. Il est genre 9h. Je sais pas trop quoi faire. Bon, ben, je me retrouve sur Arte. Je mets Arte. Et là, je tombe sur une super émission qui parle de l'entrepreneur et du cercle du DDD. L'entrepreneur et le cercle du divorce, dépôt de bilan, dépression. J'avais gagné ma journée. J'avais gagné ma journée. Et puis là, du coup, je vois hein, ce truc, ouais, bah, 80% des entrepreneurs divorcent dans les premières années. Ok les gars, sympa. Bon, bonne nouvelle, je suis encore marié. C'est la même. Je n'ai pas, enfin, en tout cas pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai eu chaud ce soir-là et c'est vraiment le soir où je me suis retrouvé comme un con à pleurer devant la télé et pas parce que j'étais ému, mais parce que en fait, bah, j'étais dans la merde quoi. Il y a un autre truc qui est la solitude. Peut-être qu'on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur, mais je voulais en parler parce que, en fait, c'est souvent un job solitaire quand on est entrepreneur. On on définit ses objectifs. On demande de décider un peu de tout et de rien. Ça, je l'avais déjà dit, mais ça reste une réalité. Et puis, il faut savoir prendre des décisions, les assumer seul. Et puis, à la fin des fins, quand il y a un truc qui va se passer mal, quand il y a une décision qui a été mal prise, et puis en fait, à la fin des fins, on est toujours responsable. On pourra, tout le monde a de l'autonomie, tout le monde a de la responsabilité. Moi, je chante la responsabilité et l'autonomie au sein des équipes de Whiskel, mais à la fin des fins, c'est moi qui suis le responsable. Et ça crée un espèce de fossé en fait. C'est pas un but, c'est pas une volonté. Il y a un fossé naturel. J'en ai parlé tout à l'heure. Je le répète parce que c'est un truc qui est difficile à vivre. Il faut être prêt quand on veut faire de l'entrepreneuriat à assumer cette solitude. Il n'y a pas de solution en fait. Bah, y a des pistes. On peut se rapprocher d'autres entrepreneurs, déjà aller discuter avec ces gens-là. Parce que, alors on ne partagera jamais la charge mentale de l'entreprise. Il y a des structures qui
partage le mandat social. C'est pas le cas aujourd'hui chez Whiskel. Bon, bah, moi je l'assume en tout cas cette solitude, même si je ne suis pas seul, hein, je suis pas malheureux, tout va bien, et en fait on travaille dans le collectif, mais à la fin des fins, la charge mentale de l'entreprise, c'est moi qui l'ai, personne d'autre. Donc il faut faire gaffe, il faut être prêt à ça. Si vous voulez être entrepreneur, soyez prêt à ça. Et puis surtout faites gaffe à pas vous enfermer dans la solitude. On a vite fait de tomber dans le syndrome de Stockholm où en fait on se retrouve enfermé. Je disais tout à l'heure, j'ai refusé d'avoir un bureau. C'est ça aussi. C'est refuser d'être dans la solitude. C'est rester en permanence au contact des gens, des personnes, parce que la valeur d'une entreprise, la valeur d'une aventure professionnelle, c'est ce contact-là. C'est les personnes. Enfin moi c'est ce que je vis, c'est ça ce que j'aime. Il faudrait rester connecté avec la réalité aussi, la réalité professionnelle de nos collègues. Si on veut pouvoir améliorer, et moi c'est mon but, améliorer la vie professionnelle de chacun dans l'entreprise, il faut la connaître, il faut la vivre avec eux, il faut la partager. Alors bon, c'était un peu tristoun, hein, on va se détendre. C'est pas seulement des trucs de merde quand on est entrepreneur, il y a aussi des trucs super bien. Mais en plus, je suis pas là pour pleurer sur mon sort. Quand on est entrepreneur, c'est aussi une belle aventure. On est autonome, je vous l'ai dit. Imaginez la backlog review. Moi, la backlog review, d'abord, je fais le backlog et je fais la review. La réunion, elle est hyper rapide. Hein. J'ai pas besoin d'y passer l'après-midi. Ça, c'était vrai plus au début que maintenant, parce que maintenant, on est nombreux et que, évidemment, il y a l'esprit d'équipe et j'essaie de travailler avec les équipes, mais à la fin, c'est quand même moi qui vais prioriser le backlog. On n'a pas de chef. C'est cool de ne pas avoir de chef. Moi, j'y ai pris goût. Hein. Vraiment, j'ai vraiment pris goût à ne pas avoir de chef. Et puis, on a aussi la possibilité, si ça marche, d'avoir une vie un peu confortable. On a la liberté aussi de faire ses choix. C'est pas grave. J'ai de la liberté, je fais des choix. Si je me plante, j'assume. Ok. Et puis, on fait ce qui plaît. On peut tenter des trucs. Dans une entreprise, on peut faire du test and learn. Il y a plein de choses. Je disais tout à l'heure que j'avais vu des choses qui ne me plaisaient pas chez Whiskel, chez Xebia, pardon. Il y a aussi d'ailleurs sûrement chez Whiskel des choses qui ne me plaisent pas. Mais par exemple, j'ai vécu avec ce mal de société qui est le manque de reconnaissance. Moi, j'ai essayé de trouver des solutions pour adresser le manque de reconnaissance. On a créé, j'ai du coup voulu créer chez Whiskel un truc qui s'appelle le WeTribute, où tous les mois, j'invite l'ensemble des salariés à remercier entre 1 et 5 personnes. C'est libre de participation et là, ça fait 3 ans que ça tourne. On a toujours au moins 50% du staff qui participe et sur 3 mois, on a toujours 90-95% des gens qui participent. Et c'est une occasion de dire, voilà, je te dis merci, je t'envoie un message pour te dire pourquoi. Parce que je voyais que la reconnaissance par les pairs, c'est un truc qui est important, en fait. Toute reconnaissance est importante, mais du coup, j'ai voulu qu'on puisse donner ces outils pour pouvoir améliorer la reconnaissance. C'est un truc con, mais si je n'avais pas été entrepreneur, j'aurais pas pu prendre ces décisions. Et puis, en fait, j'ai aussi réussi à éviter le cercle du DDD, ça c'est déjà cool. Et puis, on a des beaux succès, il y a des beaux projets qui passent. Et puis, par exemple, avec le WeTribute, en fait, j'ai aussi des collègues qui viennent me dire merci. Moi, j'ai des messages et c'est probablement les meilleurs jours de ma vie à chaque fois. Quand je reçois un message de remerciement parce que on a fait une super boîte, parce que je sais tout ce que tu fais pour essayer d'améliorer notre vie chez Whiskel. Mais attendez, moi, ça me fait trop de bien. Hein. C'est génial d'avoir des reconnaissances. C'est pas que pour les collègues. J'aime bien que les gens soient heureux dans la boîte et le revendiquent, le disent. C'est important pour moi. C'est une vraie réussite. Donc, il faut garder l'horizon personnel ouvert. Ça, c'était la façon d'éviter un petit peu le DDD notamment. Je vous conseille aussi, du coup, éviter le DDD. Ça, j'ai pas de solution miracle, si ce n'est que il faut trouver un rythme soutenable. Il faut se faire plaisir dans la vie. Il ne faut pas s'enfermer dans le truc et rester dans le collectif. Porter le poids de la solitude, de toute façon, vous devrez le porter. Il faut s'entourer, du coup, déléguer, confier. Moi, je fais naturellement confiance et je pense que c'est important en fait. Et puis, il n'y a pas de mauvais timing pour se lancer, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas, lancez-vous. Alors, il faut quand même avoir en tête qu'on va devoir bosser. Bosser, bosser, bosser. Quand on a commencé la boîte, moi, j'avais l'habitude de beaucoup travailler. On était très impliqués dans le partage de connaissances notamment. Et
j'étais un peu workaholic. Je pense que je peux le dire aujourd'hui, j'étais un peu workaholic. Je bossais toujours. J'étais en mission, le soir je revenais, je me remettais à bosser, je prenais quand même 2-3 heures, 2 heures avec femme et enfant pour passer un petit moment, et puis après je m'y remettais. Et je bossais le week-end, parce que j'aimais bien revenir avec un POC au bureau en disant «Ah tiens, j'ai testé ce truc-là, c'est bon, ça règle, ça va avancer». Bref, et c'est vrai aussi quand on est entrepreneur, parce que du coup on est pris un peu partout, mais on a vite fait de se faire déborder. Et il y a eu un jour, je crois que c'était au bout de 3 ans de boîte, où il y a un collègue qui vient me voir et qui fait «Mais en fait, Seven, t'es workaholic?» Je connaissais pas le mot à l'époque. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que en fait, travailler, c'est bien, mais ça peut être nocif pour les autres et pour soi. Et le jour où je me suis rendu compte qu'un collègue me disait «Mais en fait, il faut que tu t'arrêtes parce que tu travailles trop», je me suis rendu compte que j'avais un impact négatif sur mon collègue. Et que du coup, j'étais pas bon en fait dans l'histoire. Donc c'est très bien de travailler, mais en fait, ce qui est important, c'est de trouver un rythme soutenable et de pas embarquer les autres dans cette espèce de truc un peu taré, de travailler trop. Et on a tous besoin d'un vrai équilibre de vie. Moi, j'avais en tête cette carte qui disait Nobody's goes home till the build is broken. Mais en fait, une boîte, il y a des moments où il faut savoir lâcher prise et se dire, ok, je vais pas régler tous les problèmes aujourd'hui. J'ai un problème, c'est pas grave, je vais l'embarquer, puis on verra demain. Donc je ne suis plus workaholic. J'ai arrêté ça. C'est aussi par là qu'on va trouver, que je vais trouver, en fait, déléguer, lâcher prise. C'est surtout le lâcher prise là-dessus. Il faut arrêter de se dire que, moi, j'ai dû arrêter de me dire, le risque, il est pour l'ensemble de la boîte. Alors ça correspond à des âges de la société, hein, très clairement. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus tranquille. On a passé là le Covid, c'est bien passé pour Whiskel. On n'a pas posé le bilan. J'avais quand même vu qu'il y avait des risques énormes. Et ça faisait longtemps que j'avais pas dormi que j'avais vraiment passé des mauvaises nuits. Et là, en l'occurrence, pendant le premier confinement, j'ai passé quelques mauvaises nuits, je dois le reconnaître. Mais force est de constater que on est toujours là et que tout s'est très bien passé. Et que donc, le risque aujourd'hui, il est quand même plutôt maîtrisé. C'est-à-dire que oui, la boîte peut disparaître, mais ça va pas se faire en un mois, ça va pas se faire en un jour. Ça va se faire en 6 mois peut-être, si jamais. Et du coup, on a tout le temps pour réagir. Il faut garder ce rythme souterrain. Et un autre point, quand on est entrepreneur, on apprend en permanence. Ce qui est un super point parce que quand on est développeur, à mon sens, on doit apprendre en permanence. Moi, quand j'ai commencé le dev, c'était du Java 1.2 et j'étais en Struts 1. Ouais, boomer quoi. Bon, autant vous dire qu'à la fin, au bout de 12 ans, j'avais arrêté de Java 1.2 et que, en fait, ce côté du job de développeur, c'est vraiment, j'apprends tout le temps. Je vais poker, je vais découvrir des nouveaux frameworks, je vais faire de la veille. Et en fait, entrepreneur, c'est pareil. On doit apprendre en permanence. Le truc, c'est que on choisit pas forcément les sujets qu'on apprend. J'ai appris ce que c'était qu'un CSE, j'ai appris ce que c'est que l'intéressement, la participation, il y a des trucs, il y a des obligations légales, j'ai aussi appris ce que c'est que une assurance homme-clé ou une assurance entrepreneur. C'est-à-dire, en fait, cette assurance me permet de me dire, si jamais il y a un mec qui va faire tomber une bière depuis le balcon, je vais pouvoir être protégé par mon assurance qui va prendre les avocats et m'éviter d'aller en tôle. Et éventuellement, ça peut être sympa. C'est ce genre de choses. Et puis, évidemment, on continue à apprendre en permanence, mais et il faut le nourrir. Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est de travailler sur justement développer ce collectif. Comment on fait vivre une communauté. Parce que la communauté, elle existe, mais il faut la développer. Et puis, il faut suivre les phases de croissance de l'entreprise. On a un très bel exemple avec le fondateur de Terraform, de HashiCorp, pardon, Michel Hashimoto. Je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez qui c'est, Michel Hashimoto. Il est cofondateur, il a fondé la boîte avec Armand Dagdar, et donc il était le président de la boîte. La boîte aujourd'hui est une boîte énorme qui est valorisée, je pense, pas loin du milliard probablement. Et il a dit là il y a 2 ans, bon les gars, moi j'arrête, je lâche la présidence parce que c'est plus mon job, je deviens CTO de la boîte et je retourne dans la tech. C'était même pas CTO, en fait il voulait plus de responsabilité. Il avait monté une équipe qui était dirigeante, qui était capable de tenir la boîte, et c'est tout ce qui l'intéressait.
Et probablement qu'un jour ça m'arrivera de lâcher le truc et de dire bah en fait parce que je serais même certainement pas le bon bonhomme pour développer la boîte jusque là où j'ai envie. Enfin, je m'arrêterai là où j'ai envie en fait. Je pense que c'est plutôt ça le truc. Il faut se sentir libre à ce moment-là. Et puis alors, il y a peut-être un truc dont j'ai pas jusqu'à maintenant pas parlé, mais c'est le côté geek. Le côté IT, moi voilà, je suis un geek. J'avais marqué dans le pitch comment faire le deuil de la mission. En fait, j'ai jamais réussi à faire le deuil de la mission. Alors je ne fais plus de missions en ce moment en tout cas, mais j'en fais pas le deuil. Dès que là l'année dernière on a fait un hackathon, je me suis retrouvé dans une team à recoder le WeTribute justement, et là bah, j'ai passé 2 semaines à me coder mon petit Slackbot en JS parce que c'était fun quand même. Et là il y avait tout le monde au bureau, il faisait mais c'est trop cool, il est trop content et tout. J'étais en train de poker et j'adorais ça et j'emmerdais tout le monde avec mon super vas-y teste le bot, teste le bot. Donc en fait, chasse le naturel, il revient au galop et c'est pas fini. C'est juste que aujourd'hui, je sais que quand je prends une mission, d'abord ça peut pas être très long, et en fait ça impacte tout de suite la boîte parce que on va prendre du retard sur des décisions et je vais retourner au bureau et je vais crouler sous les tâches, sous l'admin, sous des conneries comme ça. Et du coup, je sais que bon, l'équilibre est pas possible encore. Mais je vais y travailler parce que je ne désespère pas et que j'adore encore aujourd'hui développer. J'ai passé beaucoup de temps, alors pendant très longtemps je continuais à maintenir les sites web du boulot, les sites web de la boîte parce que ça m'amusait, surtout la partie CI/CD, je jouais beaucoup avec ça. Mais du coup j'ai pas fait ce deuil de la carrière tech. Alors du coup mon conseil c'est rester soi-même. Et puis moi il faut assumer son imperfection. Quand on est un boss, on ne doit pas être le dieu sur terre. Moi j'aime bien le côté, vas-y, en fait je suis pas parfait, c'est ok. On me demande de prendre une décision. Le plus important, c'est pas qu'elle soit bonne, c'est qu'elle soit prise. C'est ok de se tromper. Il faut être résilient parce qu'on va faire des erreurs. Puisque c'est ok de se tromper, il faut être résilient quand même. Il faut bien s'entourer, c'est important, d'avoir les bonnes personnes autour de soi et de déléguer, lâcher prise. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important ça. Puis du coup de favoriser l'autonomie. Alors je reviens, cette slide est horrible, je le sais, parce que je ne suis pas designer, vous le savez. C'est pas mon job, mais j'ai mis en vert ce qui était pareil avec le job de développeur, et c'est en rouge évidemment ce qui n'est pas pareil. Donc il faut trouver le bon rythme, ça c'est important pour tout le monde. Il faut travailler en équipe. Du côté du développement, l'entrepreneuriat c'est un peu plus compliqué, on est plutôt dans la solitude. Il faut apprendre. Il y a une responsabilité limitée quand on est salarié. Quand on est entrepreneur, il y a un risque qui est personnel. Il y a une stabilité, une instabilité. Après, ça dépend vraiment, c'est une question d'âge de la société. Aujourd'hui, je ne me sens pas instable. Mais je sais que tous les ans, il y a une AG et je peux me faire débarquer par mes actionnaires. Ça, c'est vrai. Donc si j'ai pas bien fait mon boulot, tous les ans, il y a quand même une balle qui peut partir. Il faut... Geeker, ouais, j'arrive pas à pas geeker. Donc tous les 3 mois, 4 mois, ça revient. Et puis la posture, elle est pareille. Pour conclure, en fait, c'est que mon parcours perso. J'essaie de le faire vraiment en toute humilité. Je pense qu'il y a vraiment 1000 aventures entrepreneuriales différentes. Moi, j'avais pensé que ce petit Rex, il pourrait parler à un public comme vous, parce que d'abord, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont envie d'être entrepreneurs et que c'est important de se sentir libre et d'avoir quelques billes comme ça qui peuvent servir. Ensuite, une entrepreneuse ou un entrepreneur, c'est quelqu'un comme tout le monde, en fait, qui porte juste un peu plus de responsabilités, qui n'est pas parfait, qui fait de son mieux, et qui doit prendre des décisions qui impactent les autres. Parfois, on fait face à des grosses difficultés. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on fait... moi, sur les phases critiques de l'entreprise, que ce soit pour des personnes ou pour l'entreprise dans son ensemble, les décisions, elles vont toujours être orientées sur la survie de l'entreprise. Je ne fais jamais une décision d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue du développement et de la survie de l'entreprise. C'est ça le seul facteur. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a une décision qui est prise de façon personnelle, c'est une erreur. Seule l'entreprise compte. Il n'y a pas d'ego dans cette histoire. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il me reste 30 secondes.
Ouais. Euh, j'ai quand j'ai débarqué sur Mars, j'ai tout de suite, par exemple, dit, on avait à l'époque lancé la boîte en prenant les valeurs de Xebia, les valeurs de Xebia. Et moi, j'ai tout de suite dit, bah non, en fait, on va faire un atelier et on va monter les valeurs à partir de tous. Je déteste le top-down. Et du coup, on a travaillé. Enfin, voilà. Donc, il y a eu un virage très rapide. Après, je savais pas si ça allait marcher, mais ça a été assez immédiat, ouais. Oui. Alors le confinement, ça a été très utile. Et puis bah après, écoute, il faut, c'est trouver le bon rythme. Ouais. Bah, moi j'aime bien dire, et c'est vrai pour tout le monde en fait, il faut essayer d'avoir trois vrais moments plaisir dans la journée. Le plaisir, c'est pas forcément l'alcool. En tout cas, moi, ça peut en être un, mais ça n'est pas forcément celui-là. Typiquement, pour moi, c'est le vélo, c'est reprendre ma guitare et me poser. Et puis, ou tout simplement, quand j'étais en full remote, bah, en fait, le soir, aller faire ma balade de 1 heure pour me vider la tête. Parce que j'ai envie de segmenter, enfin maintenant j'essaye de segmenter et je sais que bah, le week-end, par exemple, je ne travaille pas pour Whiskel. Je ne travaille pas le week-end, c'est mort. Je m'occupe de mes enfants et de ma femme. Voilà. J'ai pas forcément de recette miracle, mais en tout cas, c'est les miennes. Ouais. Bah alors déjà, Luc, dès que je suis en galère avec un certain nombre de difficultés, bon, j'ai déjà des idées, mais je les pose et j'appelle Luc pour savoir lui ce qu'il en pense. Et c'est marrant parce que à chaque fois c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'il va me dire en 2 secondes, bah oui c'est ça le problème et il faut que tu fasses ça. Alors j'avais déjà la solution et ça m'avait pris 3 semaines à la trouver, mais le simple fait que je l'appelle, j'ai fait cette démarche de réflexion, bah, ça aide à débloquer tout de suite le truc et puis l'entendre par quelqu'un d'autre c'est encore assez utile, ouais. Ouais. Moi je donne la confiance. Je donne la confiance. Bah, c'est cool, ça marche. Mais enfin, depuis le début, j'essaie de dire, mon job chez Whiskel, c'est de me rendre inutile. C'est pas vrai, je le fais pas vraiment parce que sinon, non, mais j'ai cette envie-là en tout cas, et ça me drive beaucoup dans ce côté. Bah, vas-y, je vais déléguer, je vais donner les billes à tout le monde, partager. Je parlais de transparence, mais il faut partager les informations et travailler sur l'autonomie, la responsabilité de chacun. Moi, j'ai envie qu'on recrute chez Whiskel. Je l'ai pas dit, mais on recrute chez Whiskel. Et on recrute sur profil, on recrute pas sur mission, parce que j'ai envie d'avoir des gens qui viennent participer au développement de la boîte, à proprement parler, et pas seulement à une mission en particulier. Et du coup, j'essaie de voilà, mettre les éléments qui vont avec. D'autres questions? Oui. Ok. Bah, on peut se retrouver après. Merci beaucoup.